L'Empire ottoman est l'un des plus grands et des plus anciens empires de la planète. Comme tous les empires, il a eu son apogée avant de connaître finalement une chute. Dans cette vidéo, c'est justement sur ce déclin que nous porterons notre attention. Nous évoquerons entre autres le retard en matière de science pris par la civilisation ottomane, ses défaites militaires, ainsi que la façon dont l'islam et la Russie ont joué tous deux un rôle important dans cette chute. Bon visionnage. Cette vidéo est rendue possible grâce à notre sponsor du jour, MonVPN. Le VPN simple et fiable à partir de 2,49 € par mois. Garantie satisfait ou remboursée pendant 7 jours. Sûr et rapide, MonVPN utilise des serveurs haut de gamme hébergés dans des data centers fiables sur des réseaux haute vitesse. Facile à utiliser pour tous vos appareils et applications et jusqu'à 10 connexions simultanées avec un seul compte. Pratique pour masquer votre adresse IP en vous connectant sur ces serveurs sécurisés. A noter que l'assistance technique est rapide et entièrement en français. Vous pouvez ainsi les contacter à tout moment pour toute question sur le live chat, par ticket ou bien par email. Ainsi, avec MonVPN, vous pourrez ainsi accéder à des contenus géobloqués dans votre pays, voyager l'esprit léger, réaliser des économies, préserver votre cybersécurité, naviguer en toute confidentialité et supprimer les bridages de votre bande passante. Habituellement, lorsque nous évoquons les grandes civilisations des temps modernes, en raison de notre eurocentrisme conscient ou inconscient, nous pensons tout de suite aux empires européens. Par exemple, la Grande-Bretagne et sa suprématie maritime, l'Espagne et ses possessions d'Amérique latine, ou bien évidemment la France de Louis XIV, alors première puissance mondiale. Cependant, nous avons souvent tendance à oublier très facilement d'autres géants historiques, tels que la dynastie chinoise des Ming, l'Empire mongol, ou bien évidemment les Ottomans. Pourtant, difficile de passer à côté, au vu du nombre important d'affrontements sanglants qui ont eu lieu entre Turcs et Européens au cours de l'histoire. Qu'il s'agisse de l'Espagne à Lépante, de la Russie en Crimée, ou bien même de l'Angleterre et de la France à Gallipoli au cours de la Première Guerre mondiale. Ce sont donc différents pays européens qui se sont battus contre le plus grand représentant de la puissance islamique au monde, voire tout simplement l'un des empires les plus anciens et les plus durables qui ait jamais existé. Comme si cela ne suffisait pas, la capacité des Ottomans à se remettre des coups reçus est même plutôt surprenante. À Lépante notamment, j'ai fait une vidéo sur le sujet, je vous mets le lien en description, cette fameuse bataille navale où justement les Turcs ont récupéré leur flotte en quelques mois seulement après une débâcle militaire historique. On peut également citer les deux échecs cuisants des sièges de Vienne en 1529 et 1683, mettant fin aux ambitions ottomanes en Europe occidentale. Bref, entre la seconde moitié du XVIIe et du XVIIIe siècle, on peut dire que l'Empire ottoman s'est transformé progressivement en un géant au pied d'argile, soumis à la corruption et à l'incapacité de certains de ses dirigeants. Au XIXe siècle, l'Empire ottoman sera même tourné en dérision et surnommé l'homme malade de l'Europe en raison du recul de son territoire et de sa dépendance accrue au reste de l'Europe. Comment expliquer ce long déclin? Comment les Turcs sont-ils passés de la menace viennoise au repli sur soi? En général, on peut distinguer plusieurs causes, certaines plus prosaïques et d'autres plus idéalistes. Parmi les causes intellectuelles, on peut citer l'islam et son rejet catégorique du progrès européen. Ce rejet ayant engendré une xénophobie et un retard qui ont conduit irrémédiablement à la fermeture de la sublime porte. De même, les intrigues politiques au sein du sultanat, l'avènement de la puissance européenne, la concurrence économique introduite par l'apparition de nouvelles routes commerciales et les prémices de la révolution industrielle sont autant de facteurs qui contribuèrent à déstabiliser l'ancien empire de Soliman le Magnifique, autrefois sans égal. Il y a aussi d'autres raisons, plus locales. Si les Ottomans n'ont pas réussi à s'étendre dans les steppes comme l'ont fait leurs voisins abbassides par exemple, ce n'est pas dû à un manque de volonté, mais plutôt à un nombre accru d'ennemis dans la région. À commencer par le souverain Abbas Ier de Perse, 5e Shah safavide, régulièrement financé et aidé par les Espagnols ou bien les Anglais. À ces derniers s'ajoutent d'autres ennemis, tout aussi puissants, tels que l'Autriche, la Pologne ou bien la Russie. Difficile donc dans de tels cas de maintenir autant de fronts ouverts à la fois.
surtout lorsque l'on dépense plus en soldats, en canons et en fournitures militaires qu'on ne perçoit d'impôts, toutes ces dépenses générant bien évidemment un énorme déficit fiscal. Voici donc très rapidement quelques-unes des causes de ce déclin ottoman, pas si différent finalement de celui de la dynastie chinoise Ming. Quoi qu'il en soit, la lente agonie de l'homme malade de l'Europe s'est poursuivie avec une longue série d'instabilités jusqu'en 1918. C'est là que Mustafa Kemal Atatürk entre en scène, devenant le fondateur et premier président de la République de Turquie de 1923 à 1938, né sur les cendres de l'Empire. Mais revenons un instant sur l'époque moderne et plus précisément sur la fin de cette période. Nous allons voir comment un pays qui dans les années 1500 était à l'avant-garde du monde et qui par la suite est passé totalement à côté de la révolution scientifique des 16e et 18e siècles, le siècle des Lumières, le laissant définitivement sur le bas-côté du progrès. D'une manière générale, on peut dire qu'en islam, la science était beaucoup plus avancée au Moyen-Âge que dans le monde occidental. À titre d'exemple concret, on peut citer le premier manuel d'algèbre appelé « Abrégé du calcul par la restauration et la comparaison », rédigé par le savant Muhammad ibn Moussa al-Khwarizmi en 820. Ayant vécu à Bagdad, son nom latinisé est tout simplement à l'origine du mot « algorithme ». Et le titre du plus célèbre de ses ouvrages, que je viens de citer, Abrégé du calcul par la restauration et la comparaison, est à l'origine du mot algèbre, discipline mathématique connue depuis l'Antiquité. Autre fait d'importance, l'utilisation des chiffres arabes et leur diffusion dans le Moyen-Orient et en Europe serait due à un autre de ses livres nommé le traité du système de numération des Indiens, qui fut diffusé via la langue arabe dans tout l'Empire abbasside. Un siècle plus tard, le premier scientifique expérimental, Al-Hazen, de son vrai nom Ibn al-Haytham, fait son apparition. Al-Hazen a réalisé une profonde réforme dans le domaine de l'optique en faisant un sujet relevant de plusieurs sciences, physique, mathématiques, physiologie ou bien psychologie. Dans son grand ouvrage, le traité d'optique, il étudie par exemple autant les conditions de la propagation de la lumière que les conditions de la vision des objets. Il développe ainsi l'idée sur laquelle se baseront les projectiles des années à venir, à savoir qu'un corps heurtant un mur aura plus de force s'il le frappe de manière perpendiculaire. Enfin, il explique que les étoiles sont probablement des corps gazeux devançant la science européenne de plusieurs siècles. Comme le dira Roger Bacon, des siècles plus tard, nous devons la philosophie aux Arabes. Pendant ce temps en Occident, la Renaissance et le Baroque, qui allaient donner naissance au siècle des Lumières, faisaient leur chemin. Il trouve son origine dans la séparation de l'Église et de l'État, « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Cette phrase, tirée de la Bible, n'est pas anodine car elle a permis à Augustin d'Hippone, autrement dit Saint Augustin, de faire une distinction claire entre le pouvoir spirituel et celui terrestre. Cela donnera bien plus tard la légitimité au roi, avec la loi des hommes, de s'opposer à l'Église et à sa loi de Dieu. De même, la réforme protestante participera à discuter des préceptes sacrés jusqu'à ce qu'ils soient finalement renvoyés à la sphère privée au siècle des Lumières. Ainsi, si un homme de la Renaissance, tel Erasme de Rotterdam, dénonce d'abord l'obscurantisme de la doctrine ecclésiastique, Luther, l'initiateur de la Réforme, a quant à lui jeté les bases d'une nouvelle religion chrétienne, le protestantisme, tandis que Voltaire, Jefferson ou bien Montesquieu ont conclu que la religion était au final un outil davantage utile aux gouvernants qu'au peuple. Quoi qu'il en soit, la religion fut bel et bien un facteur de déclin pour l'Empire ottoman, bien qu'il ouvrit une nouvelle ère de stabilité politique, ne relança pas la spéculation scientifique pour autant. En décidant de s'appuyer sur des mouvements religieux conservateurs, les dirigeants successifs s'opposèrent progressivement au libre exercice de la pensée et de la curiosité scientifique. Conséquence, les autorités religieuses musulmanes imposèrent de facto certaines mesures qui devaient avoir des répercussions néfastes sur plusieurs siècles, comme par exemple la destruction de l'observatoire de Tari al-Din à Istanbul 3 ans à peine après son édification en 1577. Les sultans rejetèrent également l'imprimerie, privant ainsi leur culture d'un puissant outil de diffusion du savoir. Al-Ghazali, figure majeure de la pensée musulmane, écrivait au XIe siècle que rares sont ceux qui s'adonnent à cette science sans douter de Dieu et sans relâcher en eux les fondements de la piété. Ce rejet de la science au profit de la religion
avait pourtant déjà commencé aux alentours des XIe et XIIe siècles. C'est en effet à cette époque-là que les califes de Bagdad, qui jusque-là avaient exercé une sorte de despotisme éclairé, encourageant l'activité intellectuelle et finançant la recherche, laissèrent des mouvements religieux conservateurs s'opposer délibérément à la pensée et à la curiosité scientifique, sous prétexte que cela était contraire à l'islam. Résultat, les califats arabes commencèrent à restreindre l'enseignement dans les madrasas ou écoles coraniques, persécutant les libres penseurs et brûlant les ouvrages gréco-latins. Au sein même de l'Empire ottoman, comme dit précédemment, c'est le sultan Sélim, le père de Soliman le Magnifique, qui en 1515 décida d'interdire l'imprimerie, et quiconque était vu en train d'en fabriquer ou d'en utiliser une devait être mis à mort sans discussion. Là encore, la religion est à l'origine même de ce rejet de l'imprimerie. Mais pour quelle raison ? Eh bien, du point de vue religieux, l'écriture arabe jouissait d'un prestige immense, comme outil de transmission de la parole de Dieu, et sa pratique manuscrite possédait donc un caractère sacré. Par ailleurs, dans le monde musulman de la fin du Moyen-Âge, la transmission du savoir s'effectuait grâce à la copie scrupuleuse des textes anciens. Les théologiens, détenteurs de ce savoir, refusaient donc l'imprimerie au nom du respect de la tradition et du maintien de leur autorité. Enfin, le livre manuscrit occupant une place primordiale dans ce système, les copistes ont par conséquent formé très tôt une puissante corporation. Il faut dire qu'ils sont tout de même près de 80 000 à Constantinople au XVIIe siècle. Une corporation qui, logiquement, était fort peu disposée à renoncer à ses revenus. Seul problème, sans l'imprimerie, difficile de transcrire et surtout de transmettre les développements scientifiques et politiques à une vitesse convenable. Et comme l'ont montré des études récentes, l'imprimerie est la clé de la croissance des villes. À l'époque, on peut dire sans mal que la capitale ottomane est aussi importante, voire plus, que certaines grandes villes européennes. Mais renoncer à la science s'est avéré historiquement irresponsable à long terme. En 1724, une imprimerie privée européenne a pourtant bien été introduite à Constantinople. Mais en raison de restrictions constantes, elle a cessé de fonctionner tout simplement car elle n'était pas rentable pour l'entrepreneur. Elle n'a de toute façon publié qu'une douzaine d'ouvrages, et il faut finalement attendre 1798 pour trouver la présence d'une première imprimerie ottomane en Égypte, une création que l'on doit à Napoléon Bonaparte, le général ayant envahi le pays lors de la campagne d'Égypte. A noter que j'ai fait une vidéo sur cette expédition militaire, je vous mets le lien en description. Quoi qu'il en soit, après cette interdiction de l'imprimerie dans le monde ottoman, l'élan scientifique va être à nouveau, si l'on peut dire, castré. Une série d'autres interdictions va ainsi viser à décourager le désir de suivre l'exemple européen en matière de réalisation dans les différentes branches de la science. Ainsi, en 1664, le généralissime de l'armée impériale du Saint-Empire romain germanique, Raimondo Montecuccoli, considéré comme l'un des théoriciens militaires les plus importants du XVIIe siècle, écrivait que l'artillerie turque était très efficace si elle parvenait à toucher au but, mais qu'au vu de son manque de précision, de sa grande difficulté de déplacement, elle était devenue tout simplement obsolète. Ces armes avaient pourtant joué un rôle crucial dans l'expansion rapide de l'Empire, devenant un maillon essentiel de la stratégie militaire ottomane. Autre exemple, en 1570, le plus talentueux des scientifiques ottomans, Tari al-Din, avait convaincu le sultan de construire un observatoire astronomique. Une construction très complexe mais utile, car les secrets de l'astronomie à l'époque de la navigation et des découvertes pouvaient valoir leur pesant d'or. Mais en 1577, cet astronome osa interpréter une comète comme un signe de victoire turque. Le plus haut dignitaire religieux du royaume parvint alors à convaincre le sultan que la recherche des secrets du ciel par Tari al-Din était blasphématoire, constituait une insulte à l'islam. En 1580, soit 10 ans plus tard, le sultan ordonna par conséquent sa démolition, et il n'y eut plus d'observatoire jusqu'en 1819. Dans ces décombres se trouvait pourtant le savoir ottoman, un savoir rongé par une théologie extrême et une crainte à l'égard du monde extérieur. La politique étrangère de l'Empire ottoman connaît un tournant à la fin du XVIIe siècle. Le 11 septembre 1683, les troupes du grand vizir Kara Mustafa, fortes de plus de 100 000 hommes, assiègent Vienne. La capitale européenne est à nouveau en danger
comme elle l'avait été en 1529. Cette fois, l'empereur n'est pas Charles Quint, mais Léopold Ier, qui s'enfuit, laissant la population livrée à elle-même. Alors qu'il semble que Mustapha Kara, dit le Noir, appelé ainsi en raison de sa cruauté, est sur le point de gagner, un acteur inattendu apparaît, en l'occurrence Jean III Sobieski, roi de Pologne, qui surgit des collines avec ses hussards ailés. La bataille est courte, mais sanglante. En 30 minutes à peine, les Ottomans perdent des dizaines de milliers de soldats, Vienne est sauvée, et Kara le Noir doit s'enfuir. L'Empire ottoman, en subissant une défaite aussi cuisante, a perdu bon nombre de ses forces d'élite, et ne sera plus jamais hégémonique dans les Balkans. Et le cœur de l'Europe ne sera quant à lui plus jamais menacé. Il ne s'agit pas de la première grande défaite des Ottomans, car le spectre de l'Épante était toujours présent, sauf que cette fois-ci, ils auront davantage de mal à se relever comme ils l'avaient fait lors de la guerre contre la Sainte Ligue. Cet échec est pourtant la conséquence de nombreuses erreurs commises depuis le XVIe siècle, des erreurs jusque-là masquées par des victoires sur des ennemis plus faibles. Nous avons déjà évoqué les lacunes de l'artillerie musulmane, lourde et peu mobile. Il convient également de se demander comment les janissaires ont pu être détruits de la sorte, alors qu'ils constituaient une force d'élite très redoutée. La réponse réside dans l'assouplissement de leurs coutumes, ainsi que leur lente mais inexorable dégradation en tant qu'unité militaire. Une dégradation qui se traduit en 1648 par l'abolition du système de devshirme, à la demande des janissaires. Le devshirme, aussi connu sous le nom d'impôt sur le sang ou de tribut du sang, était le système de recrutement opéré par les armées du sultan. Il s'agissait de l'enrôlement forcé d'enfants chrétiens des Balkans, souvent slaves ou bien albanais, âgés de 8 à 18 ans. Une fois récoltés, entre guillemets, les garçons étaient envoyés à Constantinople, convertis à l'islam, éduqués comme des Turcs musulmans et formés à exercer des fonctions civiles ou militaires dans l'Empire, en particulier au sein du corps des janissaires. Mais au XVIIe siècle, ces mêmes janissaires ont commencé à se voir attribuer nombre de présents, de promotions de carrière, voire carrément de pots de vin. Ils entamèrent alors leur période de prétorianisme, s'immisçant dans la vie du palais via la menace ou le recours effectif à la force armée. En 1622, lorsque le sultan Osman II voulut y mettre fin, ils se rebellèrent et l'assassinèrent tout bonnement. Il est le premier, mais non le dernier à subir un tel sort. Même si bien évidemment l'abolition du devshirme était la chose la plus humaine à faire, le fait est que cette réforme a transformé des janissaires choisis au mérite en des postes héréditaires ou bien vendus aux plus offrants. Cette corruption de l'administration les a amenés à relâcher leur prouesse martiale, ce qui a considérablement diminué leur efficacité. Comme l'explique Paul Witek, historien orientaliste autrichien et spécialiste de l'Empire ottoman, les janissaires devinrent dès lors un corps de plus en plus conflictuel, plus enclin au combat de palais qu'à ceux qui comptaient vraiment. Les janissaires n'étaient pas le seul corps de l'armée, et bientôt d'autres unités militaires telles que les sipahis, cavaliers de la steppe, commencèrent à leur tour à ne plus répondre présent à l'appel du sultan. En lieu et place de troupes régulières sur le modèle européen, les rangs de la Sublime Porte se sont retrouvés au fil des années de plus en plus fragilisés, comme le prouvera le dernier siège de Vienne. De plus, après 1683, l'Europe entière commença à se remettre d'un XVIIe siècle malheureux, marqué par des maladies et des guerres, à l'instar de la guerre de 30 ans. Ainsi, alors que les Habsbourg d'Espagne et d'Autriche étaient jusqu'alors les seuls à les inquiéter, la Pologne-Lituanie, les rebelles des Balkans et surtout le réveil de la Russie allaient désormais leur poser problème. Sans oublier les soucis du côté de la Perse, ces territoires d'arrière-garde, ne leur ayant jamais permis de véritablement déployer leurs forces de manière optimale. Malheureusement, pour les Turcs, il ne s'agissait pas là de la seule zone de combat, l'Empire ottoman présentant de nombreux autres fronts. Résultat, il ne connaîtra jamais plus de 10 années de paix d'affilée. Autre élément d'importance, celui du réveil de la Russie. Bien que l'Autriche ait été un grand ennemi, la Russie avait en effet un conflit d'intérêts permanent avec les Turcs au sujet de la libre navigation sur la mer Noire, mais également une vocation à être l'héritière directe de l'Empire byzantin et surtout bien évidemment une démographie importante, raison pour laquelle elle s'évertua sans cesse à encourager les rébellions des orthodoxes vivant en territoire ottoman, la mère Russie se posant en protectrice de la tyrannie turque. Leur première intervention contre l'Empire ottoman se soldera pourtant par un échec, les Turcs les ayant surpris lors de la Grande Guerre du Nord
vers le début du XVIIIe siècle. Bien que la Sublime Porte ait envisagé d'envahir Moscou, ses problèmes internes habituels l'en empêcheront. En rasant Moscou, elle aurait peut-être pu enrayer son déclin, surtout lorsque nombre de spécialistes estiment que Catherine la Grande fut le véritable bourreau de l'Empire ottoman avec la signature d'un traité qui, en 1774, autorise la construction d'une église orthodoxe à Constantinople, celle-ci devenant le symbole de la protection de la Russie sur les chrétiens de l'Empire ottoman. La Russie obtient également des privilèges commerciaux ainsi que des consuls pour y veiller, les navires de commerce russes pouvant désormais naviguer sur la mer Noire, pendant que les Turcs se voient obligés de verser une indemnité de guerre importante à la Russie. Ce retard ainsi que ces défaites militaires ne signifient pas pour autant que l'Empire ottoman n'avait aucune volonté de changement, tout du moins sur de courtes périodes, lors des règnes de sultans réformateurs. Et il y en a eu quelques-uns. Un cas très intéressant est celui de l'ère des tulipes, lorsque Ahmed III, convaincu par ses deux épouses françaises, a commencé à faire appel à des ambassadeurs européens. L'architecture, les arts plastiques et le traitement des femmes ont ainsi connu quelques changements notables. Cette période, qui va s'étendre de 1718 à 1730, fut relativement pacifique, voyant le début de l'occidentalisation de l'Empire ottoman qui permit de réduire à cette époque le nombre de fonctionnaires et de janissaires corrompus, d'ouvrir une imprimerie et de créer des écoles militaires. Mais la maladresse de la politique économique fit que les réformes d'Ahmed III ne s'imposèrent jamais réellement. La faute, là encore, à des lobbies réactionnaires et conservateurs profitant de l'occasion pour semer le désordre. Le nouveau sultan, Mahmoud Ier, comprit très vite qu'il ne pourrait pas ouvrir l'État comme cela et entreprit en conséquence des réformes militaires sans toucher aux janissaires. Il recruta à cet effet un général français, un certain Claude Alexandre, qui convertit l'islam pour éviter les réticences des factions les plus fondamentalistes, engagea des mercenaires écossais et français afin de disposer de soldats fiables avec lesquels il pensait pouvoir battre des pays comme la Russie ou l'Autriche. Il semblait que l'Empire ottoman allait retrouver son prestige international, mais ce n'était guère qu'un mirage. Après l'ère des tulipes, tout changement radical impliquait d'affronter les janissaires et les oulémas, en l'occurrence les théologiens de l'islam. Certes, les Ottomans pouvaient vaincre la Perse, mais pas au prix d'un lourd déploiement de troupes à travers les steppes. De même, ils pouvaient très bien surprendre occasionnellement un royaume européen, mais certainement pas de façon permanente, au cours de campagnes éreintantes. Le retard de la science touchait désormais l'armée et l'administration. Le plus inquiétant, c'est que cette période a été marquée par une tentative d'homogénéisation de l'Empire par la religion. Cependant, ces tentatives d'imposer l'islam ont été rejetées en Serbie, en Grèce et dans certaines régions des Balkans. Cela ne pouvait que causer des problèmes, et la Russie l'avait bien compris. Sous la houlette de Catherine la Grande, la souveraine russe décida d'infiltrer des agents russes dans l'Empire ottoman. Sous prétexte de religion, ils s'érigèrent, comme dit précédemment, en protecteurs des minorités orthodoxes, s'opposant en successeurs des Byzantins. La tsarine avait décidément vu juste. Pour un incident insignifiant, le Khanat de Crimée, vassal des Ottomans, déclara la guerre à la Russie. Avec eux, les Ottomans et quelques nobles polonais s'opposèrent à ce qu'Auguste II, l'amant de Catherine, devienne leur souverain. Les orthodoxes se révoltèrent d'abord en Serbie et en Grèce. Bien qu'elles étaient matées, l'Empire ottoman désorganisé ne put joindre ses forces à celles des Polonais qui ne résistèrent pas longtemps à l'assaut russe, Cracovie tombant entre leurs mains. Quoi qu'il en soit, les Turcs pensaient qu'il serait tout de même facile de défendre la Crimée, au moins avec un soutien maritime. Cependant, la flotte russe de la Baltique, commandée par le comte Alexis Orlov, aidé par les Anglais, précéda ce qui restera sans doute l'une des manœuvres navales les plus surprenantes de l'histoire, à savoir effectuer le tour de l'Europe, et ce afin de traverser le détroit de Gibraltar et de couler les navires ottomans démodés. Une manœuvre à la fois invraisemblable et, il faut bien le dire, totalement humiliante pour l'adversaire. Il faut dire que les généraux russes étaient bien préparés, disposaient de cartes de terrain récentes et d'une artillerie efficace. Les Turcs tombèrent quant à eux, une fois de plus, sous le feu des canons ennemis, ce qui prouva, aux yeux de l'Europe, ce que beaucoup de monde soupçonnait déjà, à savoir que la Sublime Porte n'était plus faite de fer, mais de verre. La perte de la Crimée, qui devint au passage un État satellite avant d'être annexé par la Russie et d'autres régions alentours, auront des conséquences absolument dévastatrices pour l'Empire ottoman, qui perd là toute prééminence sur la mer Noire. Catherine la Grande sera crainte et haïe par les Ottomans, devenant dans l'inconscient collectif de l'époque leur ennemi juré et leur plus grand cauchemar. Et si la Russie ne prit pas Constantinople à la fin du XVIIIe siècle,
absolument sans défense, c'est tout simplement à cause de la Révolution française qui confronta les monarchies d'Occident à des problèmes bien plus urgents. À l'époque moderne, deux systèmes économiques s'opposent clairement. Le premier étant le libre-échange, un système basé justement sur le libre-échange sans intervention de l'État. Cela a produit en conséquence des économies maritimes et des sociétés à forte présence bourgeoise. Les deux grands exemples sont les Provinces-Unies et l'Angleterre, un peu plus tard. Le second système économique, en l'occurrence le mercantilisme, consiste quant à lui en l'accumulation de métaux précieux, l'utilisation de douanes et d'impôts indirects pour protéger les commerçants internes. Les grands champions de ce mouvement furent la France et l'Espagne, qui obtinrent un marché intérieur plus stable, mais avec un grand risque de stagnation, en raison de l'accommodement productif par la protection de l'État. Ceci est un résumé plus que succinct de la science économique de l'époque. Et puis, entre les deux, il y a le cas ottoman, qui est encore clairement à la traîne. A noter qu'il est vrai que les Ottomans n'ont jamais été en mesure de contrôler l'afflux de métaux précieux, leur commerce, bien qu'ayant dominé la route de la soie, n'étant pas très développé. Par exemple, une erreur de leur part, ils n'ont pas suffisamment exploité la route des Indes comme l'ont fait magistralement les Britanniques, ni même initié la mondialisation en reliant l'Amérique à l'Asie et à l'Europe, comme l'ont fait les Espagnols qui effectivement avaient des possessions sur le continent. Au lieu de cela, ils ont souffert de l'inflation, comme les Chinois avant eux, la dynastie Ming s'effondrant en 1630, entre autres, à cause justement de l'inflation provoquée par l'afflux de métaux précieux apportés par les Espagnols. Le commerce extérieur est devenu déficitaire, car l'excédent acquis en commerçant avec l'Europe était désormais plus que dépassé par les importations de soie d'Iran et d'épices ou de coton d'Inde. D'autre part, les dépenses militaires croissantes incitaient l'État à altérer la pureté de la monnaie. En 1585, l'akçe, la monnaie turque, perdit ainsi d'un seul coup 44% de sa valeur, ce qui entraîna sa quasi-disparition et son remplacement par des pièces européennes. Cette dévaluation massive renchérit aussi le prix des importations. Du coup, le déficit commercial s'aggrava et l'inflation rongeait peu plus encore les revenus. En particulier la solde des janissaires, qui dès lors fomentèrent des révoltes et intervinrent pour influencer la gestion de l'Empire. En bref, il s'agissait d'une économie molle, fragile même à l'époque de Soliman le Magnifique. Elle dépendait au final beaucoup trop des triomphes militaires et n'était même pas parvenue à une monnaie commune, étape déjà dépassée dans l'Europe moderne. De plus, il était devenu très difficile de maintenir un empire avec autant de territoires aussi différents les uns que les autres. Les réformes furent trop lentes à venir dans les territoires dominés par des familles telles que le pacha ou le bey. Dans la pratique, ils étaient presque davantage des confédérés, tout du moins du point de vue de l'autonomie. Comme on l'a vu, l'histoire de l'Empire ottoman ainsi que sa longévité de plus de 6 siècles sont tout à fait exceptionnelles, surtout lorsqu'on a vu les séries de défaites qu'il a connues. On l'oublie souvent, mais d'autres empires ont mis bien moins de temps à péricliter. Les empires est-européens des Habsbourg et des Romanov, quant à eux, n'ont pas connu une telle espérance de vie, l'un et l'autre n'ayant pas vécu plus de 3 siècles. Les Mongols encore moins, près de 235 ans, tout comme les Safavides en Perse. Il est difficile de donner des dates précises pour les empires maritimes d'Europe occidentale, parce que leurs dates d'apparition ou de disparition ont été multiples. Mais on peut dire que les empires britanniques, néerlandais, français et espagnols ont duré en gros près de 300 ans. Seule la durée de vie de l'empire portugais peut être estimée plus proche des 500 ans. Partant de ce principe, il est tout de même curieux que nous ne soyons pas fascinés par le fait que l'Empire ottoman de 1683 ait continué à exister jusqu'en 1918, date à laquelle il a finalement été démembré. Quoi qu'il en soit, c'est bien le rejet viscéral de la science et le refus de l'ouverture au monde par l'islam qui a tenu à cette époque l'Empire à l'écart du progrès. Mais en règle générale, me direz-vous, n'est-ce pas là le problème que rencontre dans leur révolution tout État théocratique? Une autre raison qui explique le déclin de la Sublime Porte, c'est aussi l'émergence de nouveaux ennemis plus puissants au cours du XVIIIe siècle. Il semble que ce soit l'Autriche et surtout la mère Russie qui ait porté des coups sévères aux Ottomans. Ainsi, la multiplication des guerres et leurs coûts humains et économiques ont fait que les sultans n'ont jamais pu réellement mener à bien les réformes qu'ils souhaitaient effectuer afin de moderniser le pays.
La tentative de modernisation aura pourtant bien lieu vers le XIXe siècle, un grand programme de réforme étant lancé entre 1839 et 1878. Tentative qui échouera principalement pour deux raisons. Tout d'abord la montée des nationalismes qui deviennent de plus en plus importants, notamment avec un mouvement politique mené par les jeunes Turcs qui parviennent à s'emparer du pouvoir et à instaurer une dictature. Deuxième raison, la Première Guerre mondiale tout simplement, car l'Empire ottoman, en se rangeant du mauvais côté des belligérants si je puis dire, doit subir les conséquences du traité de Sèvres, qui le 10 août 1920 procède à son démembrement quasi total. Dans ce contexte, un officier ottoman, Mustafa Kemal, rejette les clauses de ce même traité et parvient à reprendre plusieurs territoires après d'âpres combats. Conséquence, un armistice est conclu en 1922, ainsi qu'un nouveau traité en 1923, celui de Lausanne, qui fixe les limites actuelles de la Turquie. Le sultanat ottoman disparaît quant à lui, et le 29 octobre 1923 est proclamée la République laïque de Turquie, dont la capitale est désormais Ankara. Son premier président est logiquement Mustafa Kemal, dit Atatürk, mettant ainsi fin définitivement à l'Empire ottoman. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère que vous l'aurez appréciée. Dans ce cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à la partager. En attendant, on se retrouve très prochainement pour un nouveau documentaire sur Hérodote, la chaîne Histoire, ou bien à tout de suite si vous souhaitez visionner une autre vidéo de la chaîne.